en direct du Nice Climate Summit. Voilà, mon équipe m'a mis au travail et donc je vais être avec vous pendant ce nouveau débat. Puisqu'on est en pleine Coupe du Monde de rugby, on va voir justement si le collectif public-privé, ça marche. Est-ce que justement cette intelligence collective est en capacité de réussir la bataille du climat? Alors je vous invite justement à découvrir nos invités. Tout d'abord, Monsieur le ministre Michel Barnier qui est avec nous. Visage connu, l'homme qui a négocié le Brexit, qui a été à la fois élu de collectivité locale, ministre de l'Environnement, mais également plus récemment commissaire européen. Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis. Les femmes et les hommes en bleu, vous les connaissez tous sur les territoires. C'est elle, la présidente, Marianne Legnaud, qui est avec nous. Amir Charifi, vous êtes dirigeant au sein du groupe Ardian, notamment vous pilotez le fonds hydrogène. Justement, on va voir, tout à l'heure, j'en parlais en introduction, développer des nouvelles énergies, ça nécessite aussi beaucoup de coordination et beaucoup d'intelligence collective entre privé et public. Et puis, l'homme de la semaine, il est avec nous, c'est Antoine Peillon, bonjour. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de vous cette semaine, avec bien entendu les annonces du président de la République. Vous êtes le secrétaire général à la planification écologique. On n'a jamais autant parlé de planification dans les médias que cette semaine. Merci d'avoir fait le déplacement ici à Nice. Et puis on a un invité qui devait être avec nous, mais la compagnie Air France a annulé un vol ce matin. Il s'agit du président et directeur général du groupe Pierre et Vacances et Center Parcs, Franck Gervais, qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. On parlera bien sûr du tourisme, parce que le tourisme, bien sûr, c'est un enjeu majeur ici pour la Côte d'Azur, mais un tourisme qui doit s'adapter. Et on parlera également du surtourisme. Est-ce qu'il faut plus de régulation ou pas? On en parlera avec Franck Gervais. Mais tout d'abord, Michel Barnier, on ne va pas parler de Brexit, peut-être après si vous voulez. On va parler de climat. Merci d'être venu parler à la fois de votre expérience et de votre vision. On parlera bien sûr du rôle de l'Europe dans cette intelligence collective. Je disais en préambule, vous avez été président d'un conseil départemental en Savoie, vous avez été ministre de l'Environnement, vous avez été commissaire européen. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On parle souvent de ce débat, est-ce que le public et le privé, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche? Peut-être vous nous dire de manière très libre, sans langue de bois, qu'est-ce qui vous paraît, qu'est-ce qui progresse et ce qui n'a pas évolué positivement dans ce partenariat public-privé? Bonjour à tous et merci à la tribune de son invitation. Je n'ai pas l'habitude de faire la langue de bois, même si je crois à la nuance. C'est un exercice compliqué à pratiquer en ce moment. Vous l'avez rappelé, j'ai eu l'honneur d'être élu local dans un département d'ailleurs lié par l'histoire à Nice. Nous étions dans le même royaume pendant un certain temps, la Savoie et le Piémont et Nice. Et puis d'être au gouvernement et naturellement à Bruxelles, ça ne me donne pas le droit de donner des leçons, peut-être de partager des expériences. Qu'est-ce que j'ai appris pendant les 17 années où j'ai eu l'honneur de présider ce grand département de la Savoie? D'abord, j'ai appris la réalité du changement climatique. 1,5 degré, c'est le minimum, peut-être 2 ou 3 degrés de plus, dans un département dont l'économie repose pour un tiers sur la neige, ça veut dire quelque chose. Et je pourrais aussi rappeler de combien de semaines, depuis 20 ans, le temps des vendanges a été accéléré, parce que j'étais aussi ministre de l'Agriculture pendant quelques années. Je me souviens d'ailleurs à ce sujet, on parlait tout à l'heure de l'anticipation et de la prévision, d'une visite que j'ai faite lorsque j'étais ministre des Affaires européennes en 1995 en Bolivie, sur l'altiplano, où j'ai eu le souci de rencontrer des chercheurs de l'Orstom. À l'époque, ça s'appelait l'Orstom, maintenant c'est l'IRD, je crois. Et ces chercheurs m'ont dit, c'était il y a 30 ans, que leurs études sur les glaciers tropicaux d'Amérique latine, d'Afrique, d'Indonésie, je me souviens très bien de cette phrase, nous avons la certitude scientifique qu'au rythme de ce que nous observons sur ces glaciers, le climat désertique aura gagné le sud de la France au milieu du siècle prochain. Voilà. Nous y sommes presque. Et on voit bien que cette réalité est là. Alors j'ai appris, le changement climatique et sa vérité. 2, j'ai appris la culture du risque.
dans un département comme le mien, on est soumis à des inondations, à des glissements de terrain, à des avalanches. J'ai appris, mesdames et messieurs, que c'est une leçon durable pour moi, que la prévention coûte toujours moins cher que la réparation et qu'une réparation préparée est toujours plus efficace qu'une réparation improvisée. Et puis j'ai appris aussi la culture du débat. J'ai eu l'honneur, avec Jean-Claude Killy, d'organiser les derniers Jeux Olympiques que la France a organisés en 92 à Albertville. On a fait beaucoup de chantiers, beaucoup de grands travaux. Ça bouleverse, ça bouscule et des habitudes et le paysage. Pendant toute cette période, comment on a réussi le consensus autour des Jeux, y compris des mouvements écologistes? C'est par le débat. Et mesdames et messieurs, la chose que j'ai apprise durablement, c'est que le temps qu'on passe à écouter les gens, qui sont souvent plus intelligents que les politiques ne le croient, c'est jamais du temps perdu. Voilà ce que je pense. Et c'est comme ça qu'arrivant au ministère de l'Environnement, Bettina Laville m'a beaucoup aidé à l'époque parce qu'elle était la conseillère du président Mitterrand. Et moi, j'étais dans un gouvernement de cohabitation avec M. Balladur qui m'a beaucoup aidé. J'ai mis dans la loi française les deux mots qui n'y étaient pas. Les mots de débat public. La Commission nationale du débat public, qui fonctionne depuis 25 ans, a été créée à cette époque. Voilà. Et au-delà d'un certain nombre de textes ou de règles pour la prévention des risques. Enfin, Bruxelles, je ne me suis pas directement occupé de changement climatique et d'environnement, mais j'ai appris des choses à Bruxelles qui sont aussi utiles à comprendre. Il y a des cultures à Bruxelles que nous n'avons pas ou pas suffisamment chez nous. Et nous serions bien inspirés de les mettre en œuvre. La culture du débat public et de la consultation, ex post ou ex ante, sur tous les textes. Quand j'étais commissaire au marché intérieur, où j'ai reconstruit toute la régulation financière, qu'on avait détricoté pendant 30 ans d'ultralibéralisme, j'ai fait beaucoup de consultations, parce que je fais beaucoup de textes. C'est toujours du temps utile que de consulter et d'écouter sincèrement. La culture du compromis, à Bruxelles, il n'y a pas de majorité absolue. Une situation qu'on connaît bien en France en ce moment. Et on apprend à, sans se compromettre, en respectant les autres, à faire des compromis entre les groupes politiques. Et puis la culture du suivi, attacher autant d'importance au suivi qu'à l'annonce. Et la culture de la révision, le nombre de lois européennes qui comportent des review clauses, qui permettent tous les 5 ans de remettre à plat, d'évaluer, de corriger, de changer. Voilà. Les choses que j'ai apprises, peut-être c'est utile de les rappeler aujourd'hui. Merci Michel Barnier. On reparlera avec vous tout à l'heure de l'Europe qui peut-être est un élément clé dans la question de la bataille du climat. Et la question justement du suivi, on en parlera tout à l'heure certainement. C'est un des enjeux d'Antoine Pellion avec la planification écologique. Marielle Legnaud, voilà quelques éléments. Le témoignage de Michel Barnier qui peut être aussi un bel héritage pour tous les dirigeants d'entreprises. On ne va pas présenter Enedis. C'est une entreprise certainement qui est la plus proche des Français, les femmes et les hommes en bleu, quand il s'agit d'être raccordés, connectés, qui est devenue entreprise à mission. Peut-être dire quelques mots, peut-être peu le savent, mais pourquoi vous avez souhaité, vous, engager Enedis comme entreprise à mission, avant de rentrer dans le sujet, bien sûr, du partenariat public et privé? Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous et à toutes. Oui, effectivement, Enedis, qui est une entreprise de 39 000 hommes et femmes, qui fait chaque année à peu près 15 milliards de chiffre d'affaires et 4 à 5 milliards d'investissements, a choisi de devenir la première grande entreprise du secteur de l'énergie qui soit entreprise à mission, et ce très récemment, il y a 2 mois. Alors c'est d'abord le fruit d'un travail collaboratif avec l'ensemble, bien sûr, des équipes internes, mais aussi de nos clients, puisque nous servons les 37 millions de Français, des ménages, des entreprises, des collectivités territoriales. Donc bien sûr, on les a associés à cette démarche. Et pour nous, je crois que c'est au cœur du sujet de la table ronde. Pourquoi on a fait ça? C'est une manière de montrer que, bien sûr, on a une responsabilité qui sont nos missions de service public, vous apporter l'électricité la plus décarbonée au meilleur coût possible. Et donc ça, c'est la transition énergétique. Mais ça va bien au-delà de ça. Quand on est une grande entreprise présente sur l'ensemble du territoire, partout, qui maintient près de 60 000 emplois indirects, qui fait autant d'investissements, on a une responsabilité qui s'étend
jusqu'à notre rôle dans la manière dont on se déplace, dont on consomme, dont on se loge. Et finalement, on ne peut pas faire ça sans prendre à chaque instant en compte la dimension sociale, sociétale, environnementale de notre action. Et le faire, comme l'a dit le ministre, dans une démarche de concertation, d'association, notamment avec le local. Par exemple, nos salariés, avant de devenir entreprise à mission, nous ont dit il faudrait créer des comités des parties prenantes localement. Bien sûr, on en avait un au niveau de l'entreprise. Et donc, on a créé dans chaque département un comité des parties prenantes locales pour discuter, pour expliquer ce qu'on fait, qui n'est pas toujours connu, vous l'avez dit. Nous raccordons les Français au réseau, un réseau qui est d'ailleurs une superbe illustration de ce partenariat, puisqu'il appartient aux collectivités locales, ce réseau, cette infrastructure. Et nous en sommes les gestionnaires, mais il fait quand même 35 fois le tour de la Terre, donc on parle d'une infrastructure d'importance qui est au cœur de la vie économique et des enjeux de lutte contre le changement climatique. Alors Marianne Legnaud, quand vous avez été nommée présidente, vous êtes arrivée avec un projet industriel bien entendu au service des territoires et au service aussi du climat. Peut-être ça ne se sait pas suffisamment dans la salle, on se dit mais finalement aujourd'hui, quel est l'impact de l'accélération justement de ce que j'appellerais des énergies renouvelables et quelle est la cadence que ça nécessite chez les femmes et chez les hommes en bleu, parce qu'on parle voilà, en disant on est tous là avec la volonté de sauver le climat, mais tous les jours, il y a des exemples très concrets qui montrent sur le terrain ce que vous faites et ce que vous faites avec vos collaborateurs, et notamment avec des chiffres qui sont quand même assez significatifs. On va bien, en tous les cas, dans un enjeu aujourd'hui de développer ce mix énergétique, de développer une souveraineté énergétique en accélérant sur les énergies renouvelables, et vous y contribuez. Oui, nous on appelle ça la deuxième électrification de la France, parce qu'il faut se rendre compte que c'est ça qu'on est en train de vivre. Alors bien sûr, on peut se projeter, et on le fait en tant qu'infrastructure de long terme, à 2030. Aujourd'hui, l'électricité représente à 25% la consommation d'énergie globale des Français. La perspective de 2050, neutralité carbone, c'est 55-60% suivant les scénarios. Mais avant ça, il y a des jalons. Le jalon de 2030, c'est de passer de 25% à 30%. Celui de 2035, on rajoute encore des pourcents. Donc pour ça, il faut connecter, raccorder toujours plus d'énergies renouvelables, puisqu'elles ne sont pas en l'air. Ces éoliennes, ces panneaux solaires, il faut qu'elles soient branchées sur le réseau. Et ce n'est pas aussi simple que de brancher son sèche-cheveux le matin dans sa salle de bain. Ça suppose des études techniques, de l'ingénierie, des prestataires, des équipements des hommes et des femmes. Et nous, on vit cette accélération très concrètement. Un seul chiffre. Alors d'abord, 90% de ces énergies renouvelables sont raccordées au réseau de distribution. Et 2/3 d'entre elles sont d'ailleurs dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc là, on est aussi sur de la planification, l'aménagement du territoire. Et cette accélération, elle est en train de se produire. Pour nous, côté Enedis, un formidable défi opérationnel, ici et maintenant. En 2019, on va dire un peu avant Covid, on avait raccordé 2,5 gigawatts d'énergie renouvelable pour 30 000 sites. Ça correspondait à 30 000 sites branchés. En 2022, on est passé de 2,5 à 3,8, mais pour 90 000 sites branchés. Et là, en 2023, on va aller sans doute un peu plus que 4, mais pour 200 000 sites. Et donc, aujourd'hui, il y a plus de 750 000 sites renouvelables en France connectés au réseau, dont la moitié sont des autoconsommateurs. Et là aussi, on est sur un changement sociétal très important. Donc voilà, donc on fait ici et maintenant, on fait pour le véhicule électrique, également pour les nouveaux usages, mais on le fait en se projetant à moyen long terme. Peut-être, Marianne Legnaud, avant de laisser la parole à Franck Gervais, qui est avec nous en direct, puisque le maire de Nice, Christian Estrosi, est là au premier rang. Qu'est-ce que, à Nice, justement, cette accélération, justement, peut-être citer quelques projets qui vont intéresser les Niçoises et les Niçois. En quoi, justement, Enedis contribue à accélérer les projets dans ce territoire ? Alors d'abord, si on devait en citer un ou deux. Alors d'abord, je voudrais dire, et ce n'est pas parce que je suis à Nice, ni pour faire plaisir au président Estrosi, mais la métropole est l'une des métropoles qui prend ce sujet de la planification et de l'électrification le plus au sérieux, avec des programmes extrêmement ambitieux, qui sont évidemment des programmes de tram, la ligne 4, la ligne 5, d'électrification des quais du port, quelque chose qu'Enedis a fait à Marseille et est en train de faire sur toute la façade
méditerranéenne et ensuite atlantique. Personne ne nous le demandait il y a 5 ans, hein, d'amener l'électricité jusqu'au quai des bateaux pour les brancher, au lieu qu'ils fassent tourner leur moteur diesel. Ça, c'est très concret lorsqu'ils sont à quai. Ça, et donc, c'est à Nice, on peut citer, bien sûr, toute la politique de mobilité. J'avais signé avec le président Estrosi il y a 2 ans le schéma directeur des implantations de bornes électriques, hein, puisqu'Enedis ne vend pas d'électricité, ne vend pas de bornes, mais permet leur raccordement. On était parti sur un chiffre de 600 bornes de recharge à 2025. On est en 23, on est déjà à 500. On a 2 ans d'avance sur le programme. Donc ça, c'est concret. Autre exemple concret, l'écoquartier Méridien, qui est en train de se construire. On est à 780 logements. C'est une vraie communauté énergétique locale. C'est-à-dire que l'énergie renouvelable est produite et elle est ensuite autoconsommée, partagée entre les différents acteurs. Puis peut-être un dernier exemple plutôt sur les données. Eh bien, Enedis, nous aidons les collectivités à planifier leur transition écologique en leur mettant à disposition des données qui leur apportent des solutions. Un seul exemple, dans les communes touristiques, nous sommes capables de dire, grâce au compteur Linky, ben voilà, tel quartier où il y a beaucoup de touristes en été, ben là on est déjà en demi-saison et il y a 20% des logements qui sont inoccupés. On le voit par la consommation globale. Et les collectivités locales adaptent les tournées d'ordures managers, par exemple. Elles envoient moins de camions. Voilà, donc ça c'est de la planification parce qu'il y a moins de monde, moins de consommation. On offre des services qui sont gratuits, qui sont dans le service public pour aider les collectivités à avancer. On pourrait parler de l'éclairage public. Voilà, Nice, c'est beaucoup d'exemples. Aussi sur la gestion des risques. Tout à l'heure était mentionnée la tempête Alex. Eh bien, ce réseau, il permet aussi de résister aux aléas climatiques. Nous avons reconstruit en 2 ans, comme nous l'avions promis, l'ensemble du réseau des vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée, mais nous les avons reconstruits autrement. Plus long, 80 km au lieu de 50, plus maillé, justement pour être plus résistant demain. Et là, c'est 15 millions d'euros d'investissement qu'on n'avait pas prévu de faire et qu'on a fait néanmoins grâce à la solidarité de ce réseau. Bon, mais j'ai l'impression, en vous écoutant, Marianne Agneau, que l'intelligence collective fonctionne. On pourra toujours dire, et on en parlera tout à l'heure, comment on peut faire mieux, mais on peut dire aussi, quand ça va plutôt bien, on peut le dire aussi, c'est aussi notre mission d'information. Ça fonctionne parce qu'on est sur le comment, comme l'a dit Monsieur le ministre. On n'est plus du tout sur le quoi et ce qu'il faut faire. On est sur le comment on fait ensemble, le plus vite et le mieux possible, et le moins cher possible également. Alors avant de parler d'hydrogène, parce qu'on va voir que développer l'hydrogène en France, c'est un peu complexe, et justement en réunissant public et privé, parce qu'on est là aussi pour parler des difficultés et des blocages, essayer de trouver aussi des solutions, d'entrevoir des solutions. On va, bienvenue Franck Gervais, vous êtes le directeur général du groupe Pierre et Vacances et Center Parcs. Bon, vous viendrez l'année prochaine, Franck, je crois que Air France vous a fait des misères. Oui, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'être avec vous par la parole, j'espère que vous m'entendez. Et donc, j'aurais souhaité être là pour parler tourisme dans une terre de tourisme admirable qui est celle du président Estrosi, que je salue aussi. Franck Gervais, là justement, on a plutôt un acteur du public qui a parlé avec Marianne Agneau, entreprise à mission, Enedis. Vous êtes un groupe privé. Quand on s'appelle Center Parcs et Pierre et Vacances, quelle est votre relation aujourd'hui à la fois avec les territoires? Quelle est la relation avec les collectivités locales, avec le public? Parce que j'imagine que quand on imagine des projets d'implantation dans les territoires, vous êtes dans cette relation-là. Et comment justement vous travaillez vos projets pour qu'ils aient le meilleur impact environnemental? Comment se traduit cette relation, cette intelligence collective, publique-privée, quand on est un grand acteur du tourisme français? Il y a peut-être 2 points, Jean-Christophe. Le premier, c'est que nous, on est ici, en tant que groupe Pierre et Vacances Center Parcs, on est le leader, on est français, mais on est le leader européen du tourisme de proximité. Tourisme de proximité, c'est un tourisme qui est à moins de 500 km entre l'endroit où vous habitez et l'endroit que vous allez visiter. Et c'est l'avenir du tourisme. Pourquoi? Parce que c'est celui qui représente, quand on regarde les 90 millions de visiteurs qui viennent chaque année en France, ce tourisme-là, il représente 60% des nuitées, 40% de l'impact économique et 20% des émissions de CO2. Pourquoi? Parce qu'on émet 10 fois moins de CO2 quand on va à 300 ou 500 km de chez soi que quand on va à 10 000 km. Donc, on a d'abord, nous, ce positionnement clé qui est de travailler avec les territoires. On est là pour servir les territoires, pour développer
de l'emploi, de la richesse sur les territoires. Et en même temps, à côté, on est un secteur qui contribue à hauteur de près de 10% du PIB, mais aussi à peu près autant des émissions de CO2. Donc on a cette obligation de bouger, de faire un tourisme autrement. Et donc on a, nous, dans le groupe Pierre et Vacances Center Parks, décidé de faire du tourisme autrement, de toutes les phases, de la construction jusqu'à l'exploitation. Et il y a peut-être un exemple que je veux vous donner, qui est l'exemple le plus caractéristique, c'est celui, on se pose souvent la question de dire, mais est-ce que ça veut dire ce nouveau tourisme, toutes ces oppositions qui sont souvent, qui devancent plutôt la compréhension, la co-construction, comme le citait Monsieur le Ministre tout à l'heure, bah, ça aboutit au fait qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de développement. Alors, est-ce qu'on doit renoncer à ces projets? Nous, on ne pense pas. On pense qu'il faut toujours avoir des projets, mais faire autrement. On a ouvert un dernier Center Park il y a 1 an, dans les Landes de Gascogne exactement, donc dans le département du Lot-et-Garonne. Et je pense que c'est un projet exemplaire dans la façon dont on l'a développé. D'abord, il y a eu de la concertation pour dire avec tous les élus, régions, départements, communautés de communes. Et là, vous rejoignez Franck Gervais, justement ce que disait Michel Barnier, c'est qu'on ne fait jamais suffisamment de débats publics et que c'est cette méthode que vous avez empruntée? On a fait cette méthode de débat public. On a monté 5 instances consultatives, aménagement, formation, emploi, entreprise, pour dire est-ce que vous voulez un projet comme celui-ci? Est-ce qu'il convient au territoire? S'il ne convient pas, on ne le fera pas. Dès lors qu'on a eu un consensus avec toutes les parties prenantes, on a ciblé l'endroit où allait se faire ce Center Parks, la taille de ce Center Parks, le type de construction qu'on allait faire, les engagements. 75% des chantiers des entreprises ont été locaux. 300 emplois qui sont stables et qui sont quasiment tous locaux, tous les approvisionnements locaux. Ce Center Parks qui est chauffé à la biomasse, dans lequel il n'y a pas de climatisation. Vous voyez les températures qu'il a pu faire cet été encore. Il n'y a pas de climatisation, on l'assume. Il n'y a eu aucune opposition sur ce nouveau projet qui est exemplaire et qui illustre tout ce qu'on veut faire côté Center Parks, côté Pierre et Vacances, côté Maeva, c'est de se dire oui, il y a de la place pour un tourisme, mais un nouveau tourisme fait avec et pour les territoires. Et peut-être une dernière illustration, c'est que nous, on est là aussi pour que des clients, des touristes qui viennent sur les territoires, découvrent les territoires. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils restent dans un Center Park Saint-Pierre et Vacances sans s'être complètement imprégnés des territoires, des richesses de ce territoire-là. Donc nous, on leur dit, venez chez nous, mais vous êtes surtout sur un territoire de qualité et on fait rentrer ce territoire dans nos installations parce que c'est le leur. Le Center Park, c'est pas le mien, c'est celui des territoires. Et le but, c'est d'aller créer du lien, de la bienveillance, du bien vivre ensemble entre des touristes et des hôtes locaux. Et c'est ça, ce nouveau tourisme qu'on fait, mais qui se fait vraiment avec toutes les parties prenantes, élues en tête. Franck Gervais, ici même au Nice Climate Summit, il y a celles et ceux qui défendent plus de tourisme parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des hôteliers qui sont ici dans la salle, mais il y a celles et ceux aussi des Niçois qui disent qu'il y a trop de tourisme. Est-ce que vous, quelle est votre position justement sur la question de la régulation, du surtourisme ? Est-ce que justement il faut une intervention, ce que l'on voit dans certains pays, de l'État, des collectivités locales? Quelle est la réponse que vous apportez à ce débat qui a de plus en plus émergé en France? On en a entendu beaucoup plus parler l'été dernier, pas qu'à Nice. Et à Nice et partout. C'est un vrai débat sur lequel moi j'ai une position de la même façon que tous les opérateurs touristiques français majeurs qui sont regroupés dans une alliance, qui est l'Alliance France Tourisme, qui a publié un très très beau rapport, mais il se lit, les 5 premières pages se lisent très bien sur la position qui est de dire notre objectif premier, c'est la satisfaction des clients et le développement des territoires. C'est les deux. Et on voit qu'il y a un sujet avec le surtourisme. Il y a évidemment un sujet. Pourquoi? Parce que 80% du tourisme, de l'activité touristique en France, est concentré sur 20% du territoire. Et on a la chance en France d'avoir un territoire où il y a mer, montagne, paysages de campagne, richesse culturelle, gastronomique, historique. Donc, réguler le tourisme beaucoup mieux tout au long de l'année et beaucoup mieux sur le territoire, c'est évidemment quelque chose qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que toutes ces files d'attente humaines qu'on a vues dans les grands monuments, est-ce qu'on est à Paris, est-ce qu'on est à Venise, est-ce qu'on est au Mont-Saint-Michel, il n'y a aucun intérêt. Je pense que vraiment le territoire ne gagne pas, le client ne gagne pas et les autres ne gagnent pas.
Et nous, on veut un tourisme qui relie, qui bénéficie au territoire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de mesures. Et plutôt que d'aller réglementer au niveau national, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence locale. Il y a plein d'initiatives qui sont prises, pas très loin de Nice déjà, dans les calanques de Cassis, pour dire, on a tous les outils aujourd'hui pour aller créer, forcer de la régulation, limiter de la fréquentation, parce que quand on est sur de la surfréquentation, on altère les territoires, on altère la biodiversité, donc c'est pas bon pour l'avenir, c'est pas bon pour nos enfants, et c'est pas bon pour le touriste. Le touriste qui fait la queue pendant des heures pour profiter des lieux uniquement une demi-heure, 45 minutes, en étant serré contre les autres, croyez-moi, celui-là garde pas une très belle image de la destination qu'il a vécue. Donc, on est vraiment en faveur de... Donc vous, Franck Gervais, ce n'est pas un sujet tabou, la question justement du surtourisme. Les professionnels du tourisme sont prêts à en parler, à en débattre et à prendre des mesures aux côtés des territoires et des collectivités locales? Complètement, et Michel Barnier le sait mieux que moi, hein, la montagne développe maintenant un tourisme 4 saisons. Les sujets d'enneigement sont clés. Des études récentes ont prouvé que l'enneigement dans les années qui viennent allait manquer, selon les scénarios, à 1,5, 2 degrés, 3 degrés. Eh bien, il y a de la place pour tout le monde, mais pas forcément toute l'année. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, évidemment, et c'est ce qui est en train d'être fait dans plein de stations. Merci, Franck Gervais. On reviendra tout à l'heure peut-être pour parler avec vous d'Europe et de souveraineté. Avant de céder la parole à l'homme de la semaine, je vais vous donner la parole, vous l'homme du jour. Amir Charifi, bonjour, vous êtes Senior Managing Director CEO I24 d'Ardian. Si on vous a invité, c'est parce que, bien entendu, la question de l'hydrogène, c'est un enjeu majeur. Le président de la République l'a redit, il faut se sortir, en tous les cas, des énergies fossiles, mais encore qu'il faut pouvoir justement arriver à développer des nouvelles énergies. Et donc, Amir Charifi, quand on parle de cette intelligence collective publique-privée, est-ce que c'est si facile quand on porte un nouveau projet industriel, une nouvelle énergie? On voit bien la difficulté dans les territoires de pouvoir mener ces projets. Et pourtant, il y a urgence. Je confirme, Jean-Christophe, il y a urgence et c'est difficile. Étant un homme d'investissement et parce que les catastrophes naturelles n'ont pas de limites et de frontières, je vais juste replacer le décor, replacer le contexte avec quelques chiffres. D'abord, il faut savoir que la neutralité carbone dont vous avez parlé, c'est un objectif pour énormément de pays dans le monde qui représente à peu près 60 pays qui ont pris des engagements qui, si on les traduit en chiffres d'investissement, c'est 4 000 milliards d'investissements par an qui doivent être déployés. 4 000 milliards d'investissements, pourquoi? Parce qu'il faut changer radicalement le système énergétique, c'est-à-dire qu'il faut, comme vous le soulignez, augmenter la part d'électrification, la passer de 20 à 50% d'ici à 2050. Et là, je parle de chiffres mondiaux. Et il faut augmenter la part de renouvelables et la part de décarbonés dans ce mix énergétique, et donc notamment dans l'électricité. Pour atteindre ces objectifs, en fait, ce qui manque, ce n'est pas la capacité d'investissement. En réalité, il y a beaucoup d'argent qui est potentiellement disponible. Donc, vous posiez la question en introduction ce matin, est-ce que la finance est l'ennemi du climat? Je pense que le sujet, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut diriger la finance vers le climat. Et en fait, le problème, c'est le risque. Vous parliez de culture du risque, M. Barnier. En fait, la question de la culture du risque se pose à partir du moment où on est face à un enjeu de transformation d'un modèle énergétique. Le modèle énergétique d'aujourd'hui, il est basé sur le fait qu'on a des électrons qui ont un énorme mérite, c'est qu'ils apportent, notamment en France, grâce au nucléaire, une énergie qui est à faible contenu carbone, mais sur je dirais, une dimension relativement locale, parce qu'on ne peut pas aller transporter cette énergie à très longue distance. On ne peut pas l'utiliser pour des usages extrêmement intensifs. Et donc, dans ce contexte-là, si on veut utiliser les énergies renouvelables en relais, l'intermittence devient aussi un sujet. Et donc, par rapport à tous ces enjeux, qui sont l'intermittence, le stockage, le transport à longue distance, la décarbonation aussi de certains usages industriels qui sont par définition solubles par des molécules, parce que c'est des processus chimiques. Tout ça suppose en fait autre chose qu'un électron, c'est-à-dire en fait le meilleur ami de l'électron, qui est une molécule qui lui ressemble par sa vertu, qui est l'hydrogène. En fait, l'hydrogène est utilisé aujourd'hui déjà dans beaucoup d'usages industriels, mais il est produit principalement par des sources carbone, en fait, par le gaz. Et en fait, la révolution qui est en jeu actuellement, c'est que le coût des énergies renouvelables a tellement baissé
qu'on sait en fait produire de l'hydrogène grâce à un processus d'électrolyse qui fait que, là je vais revenir à mes cours de sciences du lycée, mais on sépare en fait les molécules d'eau avec une injection d'électricité verte, on va pouvoir produire de l'hydrogène. Et d'un côté l'hydrogène, de l'autre de l'oxygène. Et cet hydrogène qui est du coup vert a toutes les vertus que j'ai mentionnées, c'est-à-dire qu'il a toutes les vertus qu'aujourd'hui les énergies fossiles détiennent. Il est transportable à longue distance, il est stockable, il est aussi combinable avec d'autres molécules qui la rendent très versatile, parce qu'on peut recombiner l'hydrogène avec de l'azote et faire de l'ammoniac. L'ammoniac est aujourd'hui utilisé très largement, 180 millions de tonnes d'ammoniac circulent dans le monde, donc en fait ça fait que l'hydrogène combiné sous forme d'ammoniac peut circuler dans le monde, et l'hydrogène est également une manière par exemple de décarboner l'acier, puisqu'on peut combiner l'hydrogène avec le minerai de fer, et comme ça on capture l'oxygène, et du coup on a en résultat de l'acier. Et donc par rapport aux objectifs qui étaient mentionnés par le président de la République de dire il faut décarboner les industries en priorité, l'hydrogène est relativement incontournable. Et à l'échelle mondiale, on parle en fait potentiellement à 2050 de 20% du mix énergétique qui pourrait en fait être produit à base d'hydrogène. Et c'est la raison pour laquelle, côté Ardian, on a souhaité en fait lancer une initiative dédiée, parce que c'est un sujet qui est complexe. C'est 2 milliards, c'est 2 milliards sur la table. On a levé un fonds de 2 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est, pour parler de partenariat, c'est un fonds qui est extrêmement partenarial. C'est-à-dire que c'est la première fois, je crois, que pour un premier fonds, pour une nouvelle thématique, on a réussi à réunir des industriels et des financiers. Traditionnellement, dans les fonds d'investissement, les investisseurs, c'est des investisseurs institutionnels, les grandes compagnies d'assurance, les caisses de retraite mondiales, etc., qui viennent, qui nous font confiance pour gérer leur argent. Ici, on a beaucoup d'industriels, Total, Air Liquide, Vinci, Airbus, CMA, CGM, donc pour citer les Français, mais aussi d'industriels d'Asie, d'Allemagne, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, sont venus également autour de table parce qu'ils souhaitaient en fait contribuer à cet enjeu qui est de changer le système, de créer une économie de l'hydrogène, et pour cela, en fait, créer un premier fonds qui a une capacité d'investissement de 2 milliards. En réalité, 2 milliards d'investissements en capital, c'est potentiellement le double si on met de la dette, et c'est encore 2 ou 3 fois plus si on a l'effet du soutien public. Et c'est là où en fait l'industrie, la finance et les pouvoirs publics, ensemble, peuvent collaborer pour le changement. Amir Charifi, très concrètement, les Niçois, là, comment ils peuvent percevoir, savoir s'il y a de l'hydrogène? C'est dans les bus, c'est à l'aéroport de Nice. Aujourd'hui, quels sont les usages qui permettent d'ores et déjà pour les Niçois de dire, ça y est, l'hydrogène est utilisé dans un certain nombre de services ou de mobilité? Je dirais que si je conduis une voiture et qu'elle est en acier et que cet acier est produit grâce à de l'hydrogène vert, je vais pas le voir directement, mais en fait, on va savoir que cette source d'hydrogène aura servi à décarboner le bilan de mon véhicule. Si effectivement, il y a beaucoup de municipalités qui ont fait le pari d'utiliser des bus à hydrogène parce que en fait, c'est des flottes captives, que la batterie est extrêmement intensive dans ce contexte-là, et donc l'hydrogène permet d'apporter une solution. C'est également vrai pour les camions poubelles. En Allemagne, on a l'exemple avec une société qui s'appelle H2 Mobility qui fait ça à grande échelle. Donc aujourd'hui, voilà. C'est dans les transports collectifs? Transport collectif et intensif. À Paris, par exemple, il y a les taxis. Peut-être que ça pourra se développer en dehors de Paris. Le taxi Hype et Assetco. Et puis, il y a l'industrie. C'est surtout en fait l'industrie où ça se passe aujourd'hui à court terme, en fait. Voilà, pour les raisons que j'ai mentionnées avant. On en parlera aussi beaucoup d'industrie cet après-midi avec Florent Ménégo, le président de Michelin. Bien, merci. Je souhaitais justement terminer ce tour de table avec vous parce que d'abord, vous avez beaucoup galopé toute cette semaine pour défendre justement cette planification écologique. Lors de la réélection du président de la République Emmanuel Macron, il avait dit qu'il souhaitait mettre la planification écologique au cœur de ce deuxième quinquennat, avec la Première ministre qui porte cette responsabilité de la planification écologique. Donc, vous travaillez et avec Elisabeth Borne et avec Emmanuel Macron. Peut-être quand même rappeler pourquoi il faut une planification écologique, en quoi ça consiste, avant de revenir sur les annonces qui ont été faites dimanche soir. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'invitation aujourd'hui. Alors, cette planification écologique qui a été annoncée par le président lundi, c'est à la fois un plan d'action très concret et puis c'est aussi une vision sur laquelle je vais revenir, cette écologie à la française qu'a évoqué le président. Ce plan d'action très concret, je vais commencer par ça, c'est à la fois, et je pense que ça c'est très important, c'est attaquer le sujet de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, le plan qui a été mis sur la table
Il permet d'être aligné avec ce qui est l'action européenne, la baisse de 55% de nos émissions en 2030 et puis ensuite la neutralité carbone. Mais ce n'est pas que les émissions. La table ronde précédente, et notamment Bettina Laville insistait beaucoup dessus, il y a le sujet de l'adaptation au changement climatique, qui est très important et qui fait partie de cette planification. Le sujet de la lutte contre l'érosion de la biodiversité, qui est aussi très lié à cette question de climat et qui est dans le thème du jour avec aussi Nice et les océans finalement. Il y a, et dernier élément, un élément je pense presque le plus central, qui est la question de nos ressources naturelles. Parce qu'on voit bien que la mise en œuvre de cette transformation très profonde, elle va très vite buter, entre guillemets, sur des sujets de ressources. Ressources, c'est l'eau. Ressources, c'est le foncier, c'est nos forêts, la biomasse, nos océans aussi, et Olivier Poivre d'Arvor en parlait juste avant. Alors, très concrètement, cette planification, c'est mener des transitions, c'est faire en 8 ans, en termes de baisse des émissions, plus que ce qu'on a fait en 32 ans. Et donc, du coup, c'est très radical comme action, et ça s'organise. Ça s'organise que derrière, il y a des investissements, il y a des technologies, il y a beaucoup d'emplois et de compétences qui évoluent, donc des sujets de formation profonds. Et puis, il y a énormément d'acteurs. Et dès le début, je veux dire, les territoires notamment, les collectivités, et puis Nice est très précurseur en la matière, doivent se mobiliser, donc il faut coordonner ces différentes couches-là, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on planifie. Et donc très concrètement, on a maintenant, alors si je zoome sur la question des gaz à effet de serre, une grosse cinquantaine d'actions très concrètes, ça va de la voiture électrique à la décarbonation des 50 plus gros sites industriels, en passant aussi par des sujets de transition agricole, des couverts végétaux par exemple, ou des sujets de rénovation des logements, de changement de chauffage, des pompes à chaleur, etc. L'intérêt, c'est de montrer un peu le poids relatif de tout ça et dire concrètement comment on fait, et concrètement comment on fait année après année. Et donc ça, on ne l'a pas inventé en chambre, ça a été co-construit, c'est pour ça qu'on a mis une douzaine, 14 mois quasiment pour pouvoir le produire. Ça a été travaillé avec les filières, ça a été travaillé avec les territoires, et puis c'est vivant, c'est-à-dire que ce plan-là, c'est pas quelque chose qu'on arrête définitivement aujourd'hui, car il va vivre. Ça renvoie à ce que Michel Barnier disait au début sur la culture aussi de l'évaluation et de la révision. Quelque part, ces clauses de revoyure, elles sont absolument nécessaires sur ce plan. Peut-être quelques points, clairement ce qu'on en retire de cela. Je pense qu'il y a un point très important sur la répartition de l'effort et qui illustre aussi cette question du public et du privé qui est au cœur de la table ronde. Pourquoi cette répartition de l'effort? Parce que quand on regarde l'ensemble des leviers, on voit qu'il y a à peu près 50% des baisses de nos émissions qui sont entre les mains des entreprises. C'est la logistique, c'est la décarbonation des sites industriels, c'est les sujets de bâtiments tertiaires, c'est la production d'énergie, de déchets, etc. Il y en a un quart à peu près qui sont entre les mains des pouvoirs publics, des collectivités locales notamment. Parce que c'est les transports en commun, c'est l'aménagement des territoires, c'est les gestions des déchets. Puis là, le quart restant qui est entre les mains des ménages. Et ça, je pense que c'est important pour la société et le pacte social qu'on doit faire, parce que ce plan d'action, c'est une réponse, on en parlait dans la précédente table ronde, à l'anxiété qui est naissante. C'est-à-dire que la peur qui est légitime sur ce qui nous arrive, pour pas qu'elle devienne paralysante, il faut qu'on ait le mode d'emploi de l'action, et donc c'est ça qu'on cherche à donner. Et c'est important pour que chacun en prenne vraiment conscience et passe à l'action, à tous les niveaux, qui est cette notion de répartition de l'effort. Donc on demande 75% de l'effort aux gros, entre guillemets, et 25% de l'effort aux petits. Et ça allie aussi, au-delà de la répartition de l'effort, à la fois des sujets de changement de comportement structurel de société, avec notamment de la sobriété, c'est un mot que le président a prononcé, et puis aussi de l'innovation technologique, et c'est tout ça qu'il faut mêler ensemble, et donc il faut donner de la vision. Quelquefois, Antoine Peillon, quand il y a ce type d'annonces qui sont des grands plans et qui sont portés par l'État, souvent les élus locaux, les collectivités locales trouvent qu'il y a beaucoup de verticalité justement quelquefois dans cette idée de planification. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques des élus locaux qui disent finalement ils ne sont pas suffisamment associés? Quelle était votre méthode de travail et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les embarquer dans ce grand projet qui est dans l'intérêt pour la France? Alors, j'étais hier au Congrès de Région de France à Saint-Malo. Ça a été mon propos introductif. Je pense qu'en fait, on est en train, côté État, de rattraper quelque chose que les collectivités, les territoires ont commencé avant nous. C'est-à-dire de faire une mise en cohérence à 360, du coup, de tous ces enjeux qui sont très systémiques, à la fois de nos émissions, de l'aménagement, etc. Et donc ça, les territoires, quelque part, l'ont bien commencé avant. Et donc, d'ailleurs, Nice, là-dessus, est assez exemplaire en la matière. Et on cherche, du coup, à rattraper ça. Alors après, ça, c'est sur le cadre général. Après, sur la méthode, à la fois on s'est inspiré de choses qui marchent et à la fois on est au milieu du gué, c'est-à-dire ce qu'on enclenche là. La Première ministre est à Saint-Malo aujourd'hui, est en train de le dire d'ailleurs aux régions et à l'ensemble des collectivités. C'est un travail de territorialisation. Et là, on le dit avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'on ne vient pas en disant c'est le Gosplan, voilà, on va faire ça, on a dit qu'on ferait ça. On dit il faut que ça boucle à la fin. C'est-à-dire qu'on a besoin de fédérer toutes les énergies, celles des colloques, celles des industries, des entreprises, etc. Mais il faut à la fin qu'on arrive au résultat, la baisse des émissions, l'économie de ressources. Et donc il faut installer une discussion sur les leviers concrets
Marianne disait tout à l'heure, ça marche à Nice parce qu'on est sur le comment et pas sur... Et donc là, c'est vraiment ça le sujet. On est sur le comment, sur les leviers, la voiture, les transports en commun, etc. Et cette discussion, on la noue territoire par territoire. Donc c'est des COP régionales qui sont lancées à partir du mois d'octobre, qui vont permettre d'aller plus loin là-dessus. Et c'est précisément pour ça que je suis là aussi à Nice finalement aujourd'hui, parce que par rapport à ce que je vous dis, je trouve ça fait écho. Pourquoi Nice aujourd'hui? Ça fait écho à la fois à une dimension de ressources et de milieux, les océans. On évoquait précédemment, en 2025, il y aura ce sommet sur les océans et c'est au cœur des sujets d'adaptation, au cœur des sujets d'atténuation. Ça incarne aussi la territorialisation, quelque part, et ça, je pense, c'est important. Je trouve, dans la composition de la salle, on voit bien, et c'est le sujet de la table ronde, à la fois mélanger des entreprises, du public, du privé, et quand je vous dis que 50% des leviers sont entre les mains des entreprises, on est en plein dedans. Et puis, le dernier élément, c'est qu'il y a une dimension aussi internationale, parce qu'on a beaucoup parlé de la France là, mais quelque part, et on nous le dit souvent, c'est sympathique, mais en fait, la France, c'est 1% des émissions, donc du coup, ça ne résout pas le problème. Antoine Peillon, peut-être dans les annonces qui ont été faites lundi, 3 exemples là que vous souhaitez partager avec les personnes présentes, où ça va changer notre quotidien proche ou futur. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été annoncées, mais peut-être 3 exemples rapides, parce qu'on est en train de dépasser très largement notre timing. Alors, il y a des exemples très concrets pour les citoyens, j'allais dire, que sont la voiture, la pompe à chaleur, etc. Mais plus généralement, je pense qu'il faut, et ça fait écho à mon point précédent, ce qu'on est en train de faire là, c'est de sortir massivement des énergies fossiles. Et donc, pour l'ensemble des gens, pour l'ensemble des entreprises, ça veut dire aussi se préparer à être beaucoup plus résilient aux chocs économiques de demain. La France, historiquement, les chocs économiques qu'on a eus, c'est la crise du pétrole, c'est la crise gazière après l'invasion de l'Ukraine. Et donc, sortir des énergies fossiles, par l'électricité en fait partie, mais ce n'est pas la seule solution. Ça permet demain de protéger à la fois la compétitivité et le pouvoir d'achat, et ça c'est très concret, je pense, pour les Français. Marianne Legnaud, vous souhaitiez rebondir? Moi j'avais une petite question, mais je vous laisse rebondir. Non, je pense que ce que vient de dire Antoine est au cœur de ce qu'on a à faire, et de ce qui avait été souligné aussi par le patron de Pierre et Vacances tout à l'heure, c'est faire nos missions dans ces objectifs de décarbonation et de neutralité carbone, mais le faire autrement. Le faire autrement, le faire ensemble et le faire autrement. Donc un seul exemple de faire autrement, on va pouvoir parler un peu d'hydrogène aussi, le secteur de l'événementiel, qu'il soit musical ou sportif, et donc les Jeux Olympiques, les grandes manifestations, personne ne le savait, mais les retransmissions fonctionnent, télévisées, fonctionnent sur groupe électrogène, parce que c'est l'habitude de ce secteur. Et donc, dans ces Jeux Olympiques Paris 2024 et Paralympiques, nous travaillons avec le COJO et le CIO l'a béni, après avoir pas mal de discussions, sur le fait de se dire, non, quand vous allez au stade, là, ce que vous allez voir, quand vous êtes devant votre télé, ça ne peut pas fonctionner sur groupe électrogène. Ce n'est pas possible. Des ailes. Donc, nous avons mis 100 millions d'euros de travaux, 8000 chantiers, pour travailler avec les stades, pour renforcer. Bien sûr, ils avaient l'électricité. Au stade de l'OGC Nice, il y a électricité, au stade de France aussi. Mais pour doubler, pour renforcer le réseau, pour renforcer sa résilience, la confiance qu'on peut mettre en lui, parce qu'en fait, ces organisateurs, ils avaient peur de la micro-coupure qui peut se produire aux États-Unis, parce que peut-être que le réseau de distribution n'est pas aussi résilient. Et donc, on est en train de changer une pratique qui d'ailleurs était inconnue, et on est en train de le laisser en legacy aussi pour le futur, parce qu'après les Jeux, on ne va pas revenir en arrière. Et donc, nous travaillons avec toutes les grandes entreprises d'événementiel à décarboner leurs pratiques. Et en secours, puisqu'il faut quand même du secours, eh bien, nous mettons bien sûr des groupes, mais des groupes bas carbone, qui sont soit à batterie, zéro émission, soit à pile à combustible, et donc à hydrogène. Et ainsi, on entraîne toute une filière industrielle à préparer demain et à industrialiser une nouvelle pratique. Ça, c'est un exemple concret. 30 secondes, Marianne, sur un sujet très important. On aurait aimé plus le développer, c'est qu'on parle d'intelligence collective entre public et privé, mais il faut des femmes et des hommes et des métiers nouveaux pour mener cette bataille pour le climat. Chez Enedis, des chiffres clés qui parlent justement. Qu'est-ce que ça va représenter comme nouveaux métiers, nouveaux recrutements, de s'adapter pour le groupe Enedis? Oui, merci Jean-Christophe pour cette question. C'est souvent l'angle mort. Pour moi, il y a un peu 2 angles morts de nos projections, souvent qui sont pour faire tout ça, il faut des industriels sur le territoire français, des PME, des ETI qui fabriquent des équipements, des câbles, des transformateurs. Donc c'est toute une filière, évidemment, que
que nous entraînons, avec qui nous travaillons. Et il faut des hommes et des femmes, et donc les compétences de demain sur des métiers, évidemment, on le comprend bien, qui sont en pleine transformation. À Enedis, pour savoir s'il fallait réparer, moderniser une ligne, le réseau que nous gérons, il fait 35 fois le tour de la Terre, donc il est assez conséquent. On envoyait des hommes et des femmes à pied qui prenaient des photos pour savoir si ça méritait une réparation, puis après on traitait. Aujourd'hui, on envoie des drones avec de l'intelligence artificielle qui traitent avec des algorithmes, et c'est ensuite l'œil humain qui va dire oui, là, il faut faire quelque chose. Donc, 2 fois moins cher, 2 fois plus vite. Or, nous manquons de bras et de compétences pour faire tout ça à long terme. Un seul exemple, nous recrutons beaucoup de techniciens parce que nous sommes une entreprise de col bleu, hein, d'ouvriers, d'agents de maîtrise, pas du tout de cadres. Chaque année en France, il sort à peu près 8000 jeunes diplômés bac pro, bac professionnel, filière électrotech, qui est celle qui nous intéresse, 8000. Les besoins de la filière des réseaux électriques, 1600 entreprises, 100 000 emplois, c'est 8300. Donc à nous seuls, on arriverait à saturer ce sourcing, alors qu'évidemment, le bac pro électrotech, il en faut pour l'automobile, il en faut pour le nucléaire, il en faut pour plein d'autres secteurs. Donc on s'est mis à travailler avec l'éducation nationale sur ce sujet, et nous avons ouvert 120 classes dans 40 lycées, donc des classes de première et terminale, qui ont un contenu réseau électrique qui a été densifié, renforcé. Nous allons prendre ces jeunes en stage dans les entreprises avec un mentor, et ainsi ils sont préparés à être recrutés, bien sûr. Enedis recrute 3000 salariés cette année, mais la filière recrute beaucoup. Et donc, ils sont préparés. Et surtout, on leur dit, venez, c'est un super job que vous allez avoir, c'est un défi technique, il y a plein de parents, il y a plein de jeunes écologique, ici. Une mission de service public dans une entreprise à mission. Nous contribuons ensemble à préparer la France de demain. Donc, il ne faut pas oublier ce sujet des compétences qui peut rapidement devenir un facteur bloquant dans cette transition écologique. Bon, à mon avis, à la sortie de votre intervention, il y aura plein de jeunes qui vont venir vous voir, ou des parents. J'espère. Et donc à Nice, c'est le lycée Les Eucalyptus dans lequel nous avons ouvert une nouvelle classe de bac pro. Écoutez, moi je souhaitais, puisqu'on a dépassé le temps, mais bien entendu, puisqu'on a Michel Barnier avec nous, parler de l'Europe, parce qu'on parle d'intelligence collective entre public et privé, mais est-ce que finalement le salut de cette bataille pour le climat, où en effet chaque territoire essaie de mener ses actions, chaque citoyen, mais peut-être vous qui avez ce regard, cette expérience de commissaire européen qui a piloté le Brexit, est-ce que, quand vous entendez Antoine Peillon, c'est bien de faire une programmation, une planification écologique, mais est-ce qu'il ne faut pas la faire à l'échelle européenne? Est-ce qu'on n'est pas assez ambitieux à l'échelle de l'Europe? Franchement, le Brexit n'a pas grand-chose à voir avec le changement climatique. Hein. Il y a eu du réchauffement ou des échauffements pendant cette négociation. Mais non, en écoutant tout à l'heure Marianne Legnaud et puis Franck Gervais, vous aussi Antoine Peillon, parler de ce qui se passe dans cette région, par exemple, je pensais à une phrase très importante pour répondre à votre question, qui était quasiment en sous-titre dans le tout premier rapport d'alerte sur ce qui se passe dans le monde, qui était le rapport préparatoire au sommet de Rio, qui était un rapport rédigé par la première ministre norvégienne, Gro Harlem Brundtland à l'époque, et c'était penser globalement, agir localement. Et quand je dis localement, ce n'est pas seulement les collectivités locales, c'est aussi les entreprises. Cette localisation-là. Penser globalement, agir localement. Ça, c'est la clé. Si ça ne fonctionne pas comme ça ne fonctionne pas du tout. Quel est le bon niveau de la pensée globale? Moi, je pense que, s'agissant de ces enjeux, c'est évidemment le monde, avec les sommets de Rio, celui de Paris, toutes les conventions mondiales qui ont lieu. Mais c'est à coup sûr celui de l'Europe. Parce que nous sommes dans le même marché unique. 450 millions de citoyens consommateurs, 22 millions d'entreprises. Le marché unique, c'est beaucoup plus qu'une zone de libre-échange. C'est un écosystème dans lequel on essaye, non pas de supprimer la concurrence, nous avons besoin de la concurrence, mais de la rendre moins sauvage, plus civilisée, et de limiter les concurrences déloyales. Et c'est pourquoi le niveau européen est le bon niveau pour cette pensée stratégique et cette planification. Après, il faut que ce soit décliné au niveau national, comme Antoine Peillon l'a dit. D'ailleurs, je dis à ce sujet,
pour avoir été ministre de l'Environnement il y a très longtemps et souvent solitaire dans le gouvernement, malgré le soutien du Premier ministre à l'époque et du chef de l'État, qui n'étaient pourtant pas du même bord, je trouve que c'est très important que désormais cette planification nationale soit placée au niveau de Mme Borne, du Premier ministre, durablement, parce que c'est le bon niveau. Et je sais qu'on peut compter sur sa ténacité pour l'exercer. Donc oui, votre question est très pertinente. Je crois que le bon niveau pour nous tous, c'est le niveau du marché unique européen. Il y a plein de choses qui se sont faites. On n'a pas appelé ça la planification, ça s'est appelé le Green Deal depuis 2019, avec beaucoup de bonnes mesures. La révision des règles sur les quotas d'émissions, la taxe carbone, même si elle est trop modeste, déclinée dans tas de domaines. Et je pense que c'est le bon niveau. Maintenant, j'ai deux choses dont il faut se méfier au niveau européen. C'est cette réticence à l'égard des aides d'État et cette réticence à l'égard de toute forme de protection. Moi, je suis libéral, je ne suis pas ultra-libéral, mais je pense que la bonne protection, c'est d'investir ensemble dans l'avenir, dans les secteurs d'avenir, et emprunter ensemble pour investir, ce qu'on a fait avec le grand pacte au moment du Covid, 750 milliards d'euros. Mais j'observe une divergence grave entre les États-Unis et l'Europe. Il y a une sorte d'emballement technocratique, normatif, réglementaire, fiscal au niveau européen qui devient de plus en plus décalé par rapport à la réalité du terrain, de l'action locale des entreprises ou des citoyens ou des collectivités locales. Donc je trouve que les orientations sont bonnes, mais il faut se méfier de cet emballement techno. De manière générale, mesdames et messieurs, ce que j'ai observé dans ma vie publique, c'est qu'on a besoin des scientifiques, on devrait les écouter davantage, on ne sait pas tout en politique. On a besoin de technocrates et de bureaucrates, mais à Bruxelles comme à Paris, je dis ça comme ça très franchement, quand les bureaucrates prennent le pouvoir, ce qui arrive souvent, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Hein. Donc il faut que les politiques assument leurs responsabilités, écoutent les scientifiques. Donc méfions-nous de cet emballement techno qui crée un décalage et le potentiel blocage dans l'action. On a besoin que les gens soient ensemble. J'ai fait un bouquin il y a une trentaine d'années, une centaine de propositions pour l'environnement. Et ce bouquin, je l'avais appelé « Chacun pour tous ». C'est différent du « un pour tous », c'est différent du « chacun pour soi », chacun pour tous. On a besoin de mettre les gens à bord. Si vous avez un refus des agriculteurs, prenons l'exemple d'agriculture, si je m'arrête là. Ça sera le dernier exemple, je m'arrête là. Michel Barnier. Il y a à Bruxelles une sorte d'idéologie de la décroissance. Moi, je suis le premier à dire, ou un des premiers à dire qu'on doit polluer moins. Mais est-ce que pour polluer moins, il faut produire moins ? Non. Moi, je pense qu'on a, pour faire face aux enjeux alimentaires dans le monde, besoin de produire plus et qu'il faut polluer moins. Ça se fait par la confiance, par le partenariat local, par la recherche, par l'innovation, avec du temps quelquefois aussi. Donc il faut se méfier de cette idéologie à Bruxelles, et je mets en garde contre cela, comme il faut se méfier quelquefois que les politiques n'assument pas leurs responsabilités par rapport aux bureaucrates. Merci Michel Barnier, je vous prie de m'excuser, mais on va devoir rendre l'antenne. Merci à Franck Gervais qui est avec nous en direct. On se verra l'année prochaine ici à Nice. Merci à Antoine Pélion, merci à Amir Charifi du Roupardian, merci Marielle Legnaud, à très bientôt sur Nice. Et on va clôturer cette table ronde.